Et on est ensemble sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi. Nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Patricia Balme. Bonjour, vous êtes communicante, vous êtes présidente fondatrice de PBcom International. Vous allez bien? Votre confinement se passe bien? Merci Valérie, très bien, très bien, et on le respecte. Très bien. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Bonjour Valérie. Comment allez-vous Valérie? Vous allez bien? Moi je vais bien, vous aussi? Bon. Eh ben, écoutez, ça fait du bien de se... Oui, pourquoi vous avez été malade? Oui, moi j'ai été malade, comme plein de Français, donc pas de manière... Ah, on vous a perdu, vous allez nous raconter ça dans un instant. Kevin Bossuet, bonjour, vous êtes professeur d'histoire dans le 93. Bonjour à vous, vous allez bien? Bonjour. Aussi Kevin? Oh ben très bien, c'est long, vous avez mais été bon, malade? On y croit. Non, je n'ai pas été malade, mais bon, je continue à faire mes cours à distance, voilà. Je n'ai que ça à faire de la journée, il faut dire. Ça se passe très bien. Là, je suis en vacances scolaires, donc forcément, là, je travaille un petit peu moins. Mais la semaine prochaine, on va poursuivre notamment le soutien scolaire auprès des élèves pour qu'ils ne décrochent pas trop de ce moment, de ce moment difficile. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Les élèves suivent les cours? En fait, j'ai sorti d'ailleurs une tribune publiée sur le site de Marianne, vous pourrez peut-être la retrouver, dans laquelle je dis notamment que l'enseignement à distance est profondément inégalitaire. Alors certes, les bons élèves, ceux qui sont de familles favorisées, forcément ça leur pose pas de problème, mais les élèves en difficulté ou les familles qui n'ont pas de connexion Internet optimale, forcément elles sont mises sur le carreau. Donc c'est très inégalitaire, c'est pour ça qu'il faut revenir très vite dans nos salles de classe. Oui, enfin, sauf que on va voir que c'est pas encore gagné. Carl Olive, bonjour, vous êtes maire de Poissy. Bonjour Valérie. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, je suis confiné depuis le 16 mars dans mon bureau de l'hôtel de ville tous les jours. Et je me sens utile. Oui, j'entendais ce matin un commentaire, je ne sais plus où, quelqu'un qui disait j'aimerais pas trop être maire en ce moment, on va en reparler avec vous, parce que c'est pas forcément facile tous les jours. Mais vous allez nous en parler, on a retrouvé Nicolas Corato. Racontez-nous Nicolas, ce que vous avez été souffrant, ça s'est manifesté comment? C'était des troubles, un peu de gêne respiratoire, de la toux, des douleurs à la poitrine, une fatigue chronique, et puis surtout une évolution dents de scie, c'est-à-dire qu'un jour vous avez l'impression que vous en êtes sorti, puis le lendemain vous êtes au fond du lit. Donc voilà, nerveusement, psychologiquement, c'est assez étrange. Et puis le climat est assez anxiogène, même si on n'est pas trop touché, voilà. Et donc je souhaite à tout le monde d'en sortir et de lutter. C'est un mauvais moment à passer. En tout cas, moi, j'ai pas à me plaindre, loin de là. Mais même bénin, c'est quand même une maladie qui affecte, je trouve, beaucoup. Alors c'est peut-être lié au climat, par ailleurs, qui arrange pas les choses. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez handicapant. Voilà, mais on en sort. Handicapant, et encore, vous n'avez pas eu visiblement une forme trop sévère. Mais c'est vrai que les gens, moi j'en ai autour de moi, c'est assez difficile. Écoutez, faites votre coup de cœur, c'est pour les infirmières libérales, c'est ça? Oui, je voulais faire un coup de cœur à des infirmières libérales. Alors, elles s'appellent Peggy, Sylvie, Guylaine. Et on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup, et à raison, du personnel hospitalier, mais il y a aussi des infirmières libérales qui continuent à faire la tournée de leurs patients, souvent âgés, ou qui continuent à faire la tournée des EHPAD. Et je voudrais alerter sur leurs conditions de rémunération et de vie, puisque moi j'ai des témoignages d'infirmières libérales qui ont dû quitter leur domicile pour protéger leur famille, parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées avec des masques, avec des blouses, etc. Donc qui se sont fait mettre à disposition des petits studios, des chambres de bonne, dans lesquelles elles vivent, isolées de leur famille depuis le début du Covid-19, pour ne pas les contaminer ou prendre le risque de les contaminer. Et rappeler peut-être l'absurdité de leur rémunération. Vous expliquer qu'en fait, le principe, c'est que le premier acte, elles ont le droit de le facturer à 100%, le deuxième acte à 50%, et le troisième est nécessairement gratuit, le quatrième et le cinquième également. Résultat des courses, vous faites un pansement, c'est 6,50 € brut. Vous devez faire une injection derrière, c'est 3,15 €, 3,25 €. Et puis si vous devez faire la toilette à la personne âgée que vous voyez, c'est gratuit. Résultat des courses, aujourd'hui, une infirmière libérale, une intervention chez une personne âgée atteinte du Covid-19, c'est rémunéré 10,75 € brut de l'heure maximum.
Est-ce que, et alors ça ne tient pas aujourd'hui, ça fait 30 ans que ce système complètement absurde perdure. Mais est-ce que quand on sera sorti de cette crise, on ne se posera pas la question de savoir si on a vraiment besoin d'infirmières libérales et vraiment besoin de les payer au juste prix? Parce qu'aujourd'hui, elles font pas ça pour gagner leur vie. Leur vie est menacée en continuant à intervenir, et je pense qu'elles en sauvent beaucoup, en tout cas elles en allègent beaucoup. Donc voilà, je voulais leur livrer d'abord un coup de chapeau, et puis peut-être dire qu'à un moment, tous ensemble, citoyens, il faudra qu'on se mobilise pour réformer leur statut. Oui, une réaction des uns et des autres, je pense que c'est effectivement unanime. À évaluer. Oui, c'est unanime, Valérie. Je crois que le système de santé ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner dans un pays comme la France, et je pense effectivement, comme vous venez de le dire, qu'il y aura un après. Et un après, ce sera tout ce système de santé à repenser. Et en particulier, ces salaires qui sont en dessous de ce qui est acceptable pour des personnes qui font ce métier. On connaît les tarifs d'une femme de ménage qui sont mieux payés. Donc c'est intolérable. Oui. J'aimerais aussi, j'aimerais aussi parler des étudiants en médecine, puisque là on parle de rémunération. Moi j'aimerais dire que les étudiants en médecine sont aujourd'hui réquisitionnés et ils ne sont pas rémunérés. Là je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose à faire. D'ailleurs il y a une pétition qui a été lancée par l'UNI, le syndicat universitaire plutôt cassé à droite, qui appelle notamment à une juste rémunération de ces étudiants qui se sacrifient pour l'intérêt national. Ouais. Alors, votre coup de gueule, Kevin Bossuet? Oui, donc moi c'est un coup de gueule. Oui, c'est un gros coup de gueule contre la haine et la violence sur les réseaux sociaux. En effet, on a appris lundi que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, avait été admis en soins intensifs, car il aurait apparemment développé une forme grave du Covid-19. Et qu'est-ce qu'on n'a pas pu lire sur les réseaux sociaux, enfin des tweets, notamment sur Twitter, complètement nauséeux. C'est bien fait pour sa gueule, j'espère qu'il va mourir. Ce connard veut tuer l'Europe, alors j'espère que c'est lui qui va crever avant. Et puis quand on s'intéresse aux auteurs de ces tweets, on se rend compte en fait que ces auteurs, ce sont des européistes BA, ce sont des macronistes bon chic, bon genre, des apôtres de la mondialisation heureuse. Bref, ce sont des gens qui détestent Boris Johnson. Il est vrai que Boris Johnson, c'est un conservateur un peu atypique, très eurosceptique, favorable au Brexit. Il est vrai qu'il n'est pas très politiquement correct. Il a notamment déclaré à propos des djihadistes que c'était des branleurs qui pratiquaient la masturbation intensive, où il a comparé les femmes en burqa à des braqueurs de banque ou à des boîtes aux lettres. Donc je peux comprendre en effet qu'on puisse détester Boris Johnson, mais de là à le menacer de mort, c'est profondément scandaleux. Nous sommes quand même dans une démocratie, nous ne sommes pas au Moyen-Âge en train de se battre en duel. Et moi je trouve qu'il y a quand même au cours de ces dernières semaines une radicalisation de ceux qui prétendent appartenir au camp du bien qui est foncièrement insupportable. Ce sont des gens qui n'acceptent pas la critique, ce sont des gens qui détestent la contradiction, qui détestent la pluralité. Ils se disent démocrates, mais remettent en cause le vote démocratique quand les résultats électoraux ne leur plaisent pas. Ils se disent ouverts d'esprit et tolérants, mais refusent quand on ne pense pas comme eux. Ils se disent humanistes, mais ils ne respectent pas leur adversaire jusqu'à leur souhaiter la mort. Et ils sont hargneux, ils sont profondément agressifs. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont dans une impasse politique, puisque le Covid-19, cette crise-là, a bien mis en avant le fait que leur idéologie libre-échangiste, mondialiste, européiste et individualiste a été complètement remise en cause. Bref, on a vu à travers l'exemple de Boris Johnson, on s'est rendu compte que ceux qui se considèrent comme des sachants, plus intelligents que le peuple, ceux qui se considèrent comme des humanistes, qui prétendent lutter au quotidien contre la peste brune, ou ceux qui prétendent incarner la finesse d'esprit et appartenir à une élite républicaine, étaient en fait des gens profondément bêtes et vulgaires qui n'étaient animés que par une seule chose, la haine. Bon, c'était un coup de gueule très très structuré. Et effectivement, c'était assez choquant. De toute façon, quand on souhaite la mort de quelqu'un, d'un adversaire ou de qui que ce soit, c'est absolument abject. Une petite réflexion sur ce qu'on a dit, ce qu'on a évoqué. Patricia, vous évoquiez le salaire d'une femme de ménage par rapport à une infirmière. C'est évidemment pas pour dénigrer les femmes de ménage. On a une auditrice qui nous dit venez faire le ménage. C'est pas du tout la question. Les femmes de ménage sont souvent aussi très très mal rémunérées, mais c'est de comparer effectivement, mais c'est pas du tout pour les dénigrer. Patricia, vous aviez un coup de cœur. Alors oui, moi j'ai une petite lumière là au milieu de cette marée noire. Il y a eu depuis le début de
de cette crise sanitaire 3000 décès dans les EHPAD. Et puis, il y a des miracles. Et le miracle, elle s'appelle Nelly Tison, elle a 97 ans. Elle a vaincu le Covid-19. En fait, elle était dans un EHPAD dans le Nord. Elle a été hospitalisée quelques jours à Valenciennes à la fin du mois de mars. Diagnostiquée positive, bien sûr, placée sous assistance respiratoire. Elle est guérie, elle a pu regagner son établissement en bonne santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes âgées qu'on a montré du doigt, malheureusement, parce que c'était les plus fragilisées par ce virus, on peut dire que Nelly Tison est devenue une sorte de symbole et un merveilleux espoir pour les personnes âgées. Sa fille a témoigné hier sur une chaîne de télé et je trouve que c'est encourageant, que ça fait plaisir. Donc oui, voilà. Mais il y a des personnes âgées qui s'en sortent, mais c'est vrai que le prix que payent aujourd'hui nos aînés dans les EHPAD est absolument scandaleux. Et je pense qu'on y reviendra demain. Sûr. Mais il y a les mesures de base n'ont pas été prises. Vous avez raison de souligner qu'il y a des gens qui s'en sortent et qui guérissent. Voilà. Et puis les assistants dans les EHPAD ont eu une réaction très rapide pour l'envoyer à l'hôpital et qu'elle soit guérie. Donc il faut saluer ces gens qui se confinent, comme on le sait, avec les personnes des EHPAD. On va marquer une petite pause et Carl Olive, on va revenir avec vous parce que c'est un sujet qu'on peut développer plus longuement. Ça concerne les réquisitions également qui sont faites par le gouvernement auprès des régions qui, elles, arrivent à obtenir des masques. On se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler du report, de l'annulation potentielle des vacances d'été, des vacances d'été compromises, un confinement de plus en plus strict dans certaines communes et puis le tracking contre le coronavirus. Alors, Carl Olive, vous aviez un coup de cœur, on vous écoute. Merci Valérie. D'abord, si je peux me permettre une petite réaction par rapport à ce qu'a dit Nicolas Corato en préambule sur l'essence même et le cœur de métier que représente le domaine médical. Je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital de Poissy et je voudrais rappeler, c'est que finalement, cette crise aura eu malgré tout quelques vertus et une réelle opportunité, notamment pour l'hôpital. Pourquoi ? Parce que depuis de trop nombreuses années, on parlait que de risques psychosociaux, de mal-être au travail et de problématiques budgétaires. Ce que je constate et ce qu'on constate à l'hôpital intercommunal de Poissy-Saint-Germain notamment, que vous connaissez, c'est qu'avec cette crise, toutes les équipes, que ce soit les équipes médicales ou les équipes administratives, c'est-à-dire la direction et le comité médical d'établissement, sont mobilisées pour prendre soin des patients. Et à l'arrivée, on revient à l'essentiel de la mission, c'est-à-dire soigner. Alors évidemment que toutes ces équipes font face à la crise en limitant toutes les forces, mais si elles pouvaient justement permettre à l'hôpital, à l'issue du confinement et de cette pandémie, de se recentrer sur l'activité même du travail, c'est-à-dire se soigner, ce serait pas un mince sujet. La deuxième chose que je voulais dire, effectivement l'après. Ouais. Exactement. Par rapport à ce que disait Patricia tout à l'heure, je veux pas qu'on généralise, pardon de le dire, mais il faut que mon épouse est directrice d'EHPAD. Et je veux pas qu'on généralise ce qui se passe malheureusement en France et ce qu'on constate. Parce qu'il y a des endroits, il se trouve que mon épouse est directrice d'EHPAD à Versailles et à Saint-Germain, dans l'anticipation, notamment avec des confinements de résidents qui étaient confinés ensemble, avec des soignants qui n'ont soigné que les résidents qui étaient Covid et d'autres qui ne s'occupaient que des résidents qui ne l'étaient pas, ça s'est plutôt bien passé. Je vois à Versailles, par exemple, où il n'y a pas de sujet Covid dans les soignants et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de propagation du virus. Donc, c'est vrai que c'est compliqué dans les EHPAD, on le sait bien. Comme on dit, ça flambe, mais c'est pas partout le cas. Enfin, le coup de cœur, merci Valérie. Non, c'est pas partout le cas. C'est pas partout le cas, mais c'est vrai qu'on voit le très lourd tribut payé 3237 morts dans les EHPAD et on a vu ce qui s'est passé à Clamart et à Mougins où il y a visiblement eu des très très gros dysfonctionnements. Mais vous avez raison, de toute façon, on peut pas dire c'est partout comme ça, effectivement. Vous avez raison de le dire, mais il y aura quand même des questions à se poser sur les EHPAD, sur la façon dont l'argent, en particulier dans certains EHPAD privés, est utilisé. Pourquoi une infirmière pour 4 étages? Enfin bon, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous laisse à votre coup de cœur.
Alors mon coup de cœur, on va se rappeler ce formidable film qui est La Grande Vadrouille, les Hospices de Beaune, où on voit ces religieuses. Eh bien, on va quitter Beaune, mais c'est pour bien camper le décor, et on va aller du côté de l'Aude, à Fangeau, à côté de Montauban. Ici, vous avez des dominicaines qui sont installées depuis 1885. Eh bien, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, à qui je rends ce coup de cœur qui lui appartient, a décidé de prendre son téléphone et de proposer à ces dominicaines de Fangeau de confectionner des masques et des blouses. 168 masques et 185 blouses. Quand je vois les photos, ça m'a tout de suite rappelé les hospices de Beaune. Et on a reçu... Pour le personnel hospitalier la semaine dernière, ces masques et ces blouses. Et je trouve que voilà, ça nous rappelle un peu ce que disait Kennedy. Ne nous demandons pas ce que peut faire l'État pour nous, voyons ce qu'on peut faire pour l'État. Je crois que c'est l'état d'esprit qui prévaut, on en parlera peut-être Valérie, sur en tout cas l'état d'esprit des collègues maires de toute la France. Oui, et des Français. Il faut saluer quand même l'esprit de solidarité des Français, des entreprises. Moi, j'aurais eu un coup de gueule sur Edwy Plenel qui hier a dit je remercie pas les patrons. Bah, c'est une énorme connerie, pardon d'employer ce mot, parce que les patrons, s'ils n'étaient pas là aujourd'hui, les grosses entreprises, des masques, on en aurait beaucoup moins déjà en France. Je pense à de nombreuses sociétés qui se sont mobilisées et qui le font d'ailleurs souvent dans le plus grand secret, qui ne souhaitent pas communiquer, qui ont mis leur chaîne de travail pour le bien de la communauté. Donc c'est effectivement il y a une forme de solidarité qui existe, entreprises, citoyens. Et je voulais donc qu'on parle des réquisitions de masques qui sont commandés par les collectivités territoriales. On peut peut-être écouter, j'ai pas prévenu le réalisateur, mais Bruno Retailleau, on a écouté le son dans le zapping ce matin, qui s'indignait du fait que l'État réquisitionne des masques que les collectivités territoriales ont réussi à se procurer. Je sais. Ah voilà, on va l'écouter. L'État est tombé dans une forme d'échec. Le fiasco des masques, c'était les déclarations en haut et sur le terrain, nous n'avions pas de masques. Et malheureusement, ils profitent des commandes des collectivités pour réquisitionner les masques lorsqu'ils arrivent sur le sol français. Alors moi, je pose deux questions. La première question, c'est comment se fait-il que les collectivités parviennent à acheminer des masques jusqu'en France et que l'État, lui, n'y parvient pas? Ensuite, deuxième question, pourquoi est-ce que ces collectivités réquisitionnées, pourquoi pas? Mais encore faut-il concerter, faut-il avertir? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Déjà, comment se fait-il que les collectivités arrivent à se faire livrer des masques là où l'État n'y arrive pas? Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Oui. J'ai pas la réponse précise. Nicolas à cette Corato, question qui en amène d'autres. Il y a manifestement une guerre des masques au niveau mondial entre pays, puis il y a une guerre peut-être un peu politicienne des masques au niveau national. Moi, je m'inquiète quand même de cette concurrence, organisée ou pas, consciente ou pas, entre les collectivités locales et l'État. Que l'État ait failli et soit failli dans cette crise, et moi je salue également la solidarité nationale des entreprises, des particuliers, mais il faut quand même reconnaître que cette solidarité, elle a un effet, et elle est là parce que l'État n'est pas à sa place depuis le début de cette crise du Covid-19 et n'est pas à la hauteur de cette crise sanitaire. Donc je peux comprendre que des collectivités locales finalement se substituent à l'État parce qu'elles aussi ont besoin d'une certaine manière de répondre à une demande locale sur leur territoire de masques ou de protection. Je m'interroge quand même sur l'absence de coordination entre l'État et les collectivités locales. Il y a quand même des préfets dans ce pays qui sont censés à un moment faire le lien entre les territoires et l'administration centrale. Et je m'interroge beaucoup sur l'objectif poursuivi par les collectivités locales avec ces commandes. Est-ce que c'est un objectif qui est clairement opérationnel ou est-ce qu'il y a aussi un objectif politicien, pour le dire tel quel, ou politique derrière? Voilà, moi je me pose quand même la question parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond sur ces sujets, sur un sujet qui est majeur, vital, et où quand même on va pas assister à une guéguerre picrochrilienne entre des collectivités locales et l'État on parle de la santé des gens. Patricia Ball. Hier, le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration en expliquant concernant les maires et les villes que c'était au préfet de gérer les choses avec les maires. Donc il y avait un côté un peu je m'en lave les mains. C'est au préfet de gérer ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette histoire de masque restera un marqueur de cette crise sanitaire en France. On a tout entendu, vous le savez, on l'a dit sur toutes les antennes. Les masques n'étaient pas nécessaires. Salomon disait que c'était pas la peine. D'autres disaient que c'était utile. Et aujourd'hui, on sait
que dès le départ, il fallait prévoir des masques. J'ajouterai à ce que vous venez de dire qu'il y a aujourd'hui un effet rebond très fort dans la bourse mondiale des masques. Il y a des commandes, il y a des sociétés privées, et en Chine en particulier, et des deals qui sont faits sur les masques, avec des masques qui varient entre 30 centimes d'euros le masque et 1,50 $. C'est vous dire, c'est une folie. C'est devenu maintenant un marché boursier, les masques. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on n'a pas anticipé, la France n'a pas anticipé, il y a une responsabilité vraiment des gouvernants. Et je pense qu'il y a eu une cacophonie de communication sur les masques. Comme il y a Oui. Ça, la cacophonie, elle est certaine. Après, il y a eu surtout aussi une administration complètement à mammouth, non, Kevin Bossuet, vous voulez intervenir? Oui, c'est clair. Il y a une gestion qui est complètement calamiteuse de ces masques. Enfin, voilà, on est quand même la 6e puissance économique du monde. On est incapable de fournir des masques à nos soignants ou à la population en général. Et pour vous donner une anecdote, on a commandé donc des masques à la Chine. On a envoyé notamment un pilote pour aller chercher ces masques, sauf qu'on n'a pas testé le pilote et on s'est rendu compte une fois arrivé en Chine que le pilote était contaminé. Donc du coup, le pilote ne peut plus repartir. Donc du coup, on ne peut plus avoir ces masques. Donc ça en dit long, notamment sur cette gestion calamiteuse. Et moi, ce qui m'interroge, c'est l'avenir aussi de l'Europe. Enfin, on a quand même eu des Tchèques qui ont volé des masques à des Italiens. On a la France les Français qui a piqué, qui a piqué des masques aux Suédois. On a un type qui a volé 2 millions de masques aux Espagnols pour les revendre au Portugal. Enfin, mais c'est horrible. Alors que l'Europe devrait avancer main dans la main. Là, on se rend compte que les pays se tapent dessus. On assiste en direct à une destruction de l'idée européenne et une destruction de l'Union européenne. Bref, c'est complètement calamiteux. Et parfois, je me dis, mais dans quel pays je vis? Je vis dans un pays sous-développé. Qu'avons-nous fait de nos impôts? Enfin, on paye des centaines d'euros d'impôts par an, et on se rend compte que l'État est incapable d'assurer notre sécurité, de nous fournir des masques ou de nous fournir des tests. Enfin, c'est incroyable. Là, il s'agit aussi, pardon Valérie, mais il s'agit aussi d'anticipation à une crise. Et c'est là où l'État a failli. Oui. Parce qu'il n'y a eu aucune anticipation sur cette crise. Et rappelez-vous, quand Renzi a prévenu la France en disant « réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard », on était déjà très en retard dans tous les domaines de prévention sur cette crise sanitaire. Oui. Carl Olive. Oui, moi je vais vous parler vraiment du terrain parce que il se trouve que je suis au cœur de la centrifuge. Moi je ne partage pas vraiment ce qui est dit. D'abord, je pense que M. Retailleau, il y a un moment donné, il y aura des comptes effectivement à poser, il y aura un droit d'inventaire à faire. Mais si aujourd'hui, face à l'histoire, face à un épisode inédit, historique, on n'est pas main dans la main, et encore une fois, moi je suis le porte-parole de personne, simplement je vis sur le terrain ce que les Français vivent également au quotidien. On peut parler de donner des leçons. Il y a qu'à Faucon, fallait faire comme ci, fallait faire comme ça. Qu'est-ce qu'on dit à Trump aux États-Unis, première puissance mondiale? Qu'est-ce qu'on dit à Trump aux États-Unis, première puissance mondiale? Je pense qu'aujourd'hui, surtout de grâce, on n'est pas dans une bataille idéologique. On est aujourd'hui face à un précédent où les hommes et les femmes doivent évidemment être face à leurs responsabilités avec de la solidarité. Mais on est d'accord, mais la question, Carl Olive, sur la réquisition, c'est-à-dire pourquoi une question basique que posent nos auditeurs, pourquoi est-ce que les départements, pourquoi est-ce que les entreprises on comprend un peu plus, mais pourquoi est-ce que les départements ont réussi à commander pour les EHPAD, pour leur propre personnel soignant des masques, et que l'État n'y arrive pas? Et parce que je pense que l'État, où il y a une maladresse qui a été faite, c'est qu'il le prend le boomerang aujourd'hui en pleine face. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, moi, j'ai pas de difficulté, pardon de le dire, hein. Alors peut-être que ça détonne, mais moi, j'ai pas de difficulté avec les masques. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un système D qui doit commencer des petites structures. Si j'avais eu à attendre que l'État, la région, le département me disent faut faire ci, il faut faire ça, mais on n'en serait pas là. À Poissy, on a installé un Covidrome, un grand espace de cabinets médicaux. Il m'a fallu 24 heures pour le mettre en place, avec un médecin généraliste, une mise à disposition de salle des fêtes. J'ai eu besoin de personne pour faire ça. S'il a fallu que j'attende les administrations, etc., évidemment que ça ne se serait jamais fait. Moi, je vois le côté pragmatique des choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on fait appel aux petites mains, on fait appel, vous le disiez Valérie à juste titre, aux élans de solidarité à nul
l'autre pareil, aux chefs d'entreprise qui sont dans le coin, qui se déplacent eux-mêmes pour aller dans leur Fab Lab, construire des visières de protection. Est-ce que c'est à eux de le faire au départ? Eh ben non, c'est pas à eux de le faire. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la réalité du terrain fait qu'il faut faire face à cela. Et quand je parlais, Valérie, tout à l'heure du boomerang, l'État a autorisé, c'est peut-être là sa bêtise, l'État a autorisé et donc, quelque part, à faciliter la réquisition pour les régions, et j'en sais quelque chose, et pour les départements. Et aujourd'hui, ça en prend pleine face parce que, évidemment, on se dit, mais pourquoi l'État l'a pas fait en amont par rapport à cela? Moi, je me félicite d'avoir récupéré des masques de la région Île-de-France, comme je vais récupérer des masques de mon département. Et si demain, je peux récupérer par l'État des masques pour mes habitants, j'en serais ravi. Et le moment venu, on se dira, mince, face à cette crise, est-ce qu'il n'y avait pas une certification, une méthodologie, un cahier des charges à mettre en place? Mais à chaque jour suffit sa peine. Allez, on va marquer une pause et on continue. Si vous voulez réagir, 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On a évoqué les réquisitions. Je voudrais qu'on parle quand même de cette annonce hier qui a été faite, par le ministre des Transports en disant, écoutez, les vacances d'été, il va pas trop falloir y penser. Le pays est confiné donc déjà au moins jusqu'au 15 avril et pour l'instant trop hasardeux pour planifier ses vacances. Et Elisabeth Borne a précisé les propos du secrétaire d'État en indiquant qu'il ne portait que sur les vols à l'étranger. Alors, est-ce que c'était le moment d'en parler? Oui, Patricia Ball. Alors, à l'inverse de ce que nous avons dit précédemment, finalement, l'État anticipe sur la durée du confinement et anticipe par petites touches. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que ce serait jusque certainement fin mars, puis fin avril. Le chef de l'État va prendre la parole demain et en fait, on nous prépare à chaque fois à 15 jours de plus. Bon, je dirais que c'est une façon d'annoncer les choses de manière très très douce. Mais les Français ont très bien compris que le confinement risquait de durer. Et cette déclaration du ministre du secrétaire adjoint au transport est révélatrice. Ça veut dire simplement, on ne sait pas où on en sera au moment des vacances d'été. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas paniquer les populations qui déjà, pour certains, le confinement est très dur quand on vit dans des toutes petites surfaces avec 2 enfants. Donc, on se dit, on va y aller par petites touches. Donc, ce n'est pas là, en revanche, une mauvaise communication, à l'inverse d'autres ratés de communication auxquels on assiste depuis le début. Je voudrais juste revenir sur l'exemple d'hier, quand le chef de l'État se déplace en Seine-Saint-Denis. C'est très bien que le chef de l'État se déplace. Je vais juste poser une question et je ne sais pas quelle est la réponse. Est-ce qu'il est nécessaire de le faire sous l'œil des caméras? Et est-ce qu'il ne serait pas plus astucieux d'annoncer les choses après coup en disant le chef de l'État s'est déplacé à tel et tel endroit? Donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que peut-être ça fait partie de la... Oui, ça fait partie de la communication et des ratés de la communication. Et à l'inverse, peut-être qu'il est bon d'annoncer au fur et à mesure aux Français que ce confinement, risque de durer. Moi, je veux bien. Oui, moi, je suis absolument pas d'accord. Genre, la communication est complètement dramatique. Enfin, bon sang, on n'est pas des enfants, on n'est pas des gamins, on n'est pas des moutons. Enfin, on est quand même libre de faire ce que l'on veut. Enfin, il y a quand même un ministre qui nous raconte qu'on ne doit pas prendre nos vacances d'été, mais on est quand même assez intelligent pour savoir si on doit réserver ou si on ne doit pas réserver. Surtout qu'il y a plein de gens qui ont déjà réservé leur billet d'avion, qui ont déjà réservé leurs hôtels. Enfin, moi, c'est complètement dramatique et cette volonté d'annoncer les choses petit à petit en nous prenant complètement pour des dindons. Je crois que les Français sont assez intelligents pour comprendre que ce confinement va durer et il n'y a pas besoin à chaque fois de jouer sur Kevin, pardon, je vous interromps. Kevin, si vous permettez. Si on nous dit, et on nous a annoncé que le confinement durait jusqu'au 15 avril, vous pensez bien qu'il y a des gens qui peuvent y croire et réserver des vacances pour le mois de juillet. Non, mais Patricia. Ouais. Alors, pour une Nicolas Corato. Complètement l'avis de Kevin et vraiment ce Covid-19 aura eu des conséquences absolument inimaginables. Très franchement, l'humour persiste. On assiste quand même aussi au naufrage de la communication à la papa. Ah mais oui, c'est-à-dire qu'il faut un peu de respect, je suis d'accord avec Kevin, pour l'intelligence des citoyens français qui ont parfaitement compris que le confinement ne durerait pas 15 jours, ni même qu'il s'arrêterait au 15 avril, et peut-être pas au 15 mai. On a tous compris, et tous étaient exemplaires,
en très grande partie, en très grande majorité, sur la manière dont nous avons géré ce confinement. Et d'une certaine manière, on s'est presque confiné avant même qu'on nous le dise. Donc, c'est pas à l'État d'essayer de nous faire croire qu'il gère la situation à la semaine. On a tous compris effectivement que ce confinement allait durer, qui pose des problèmes majeurs en termes de vie privée, de vie personnelle, de vie sanitaire. Et on a tous compris que nos vacances d'été, on n'a pas besoin de M. Djebari pour se dire que c'est peut-être pas le moment d'aller réserver un hôtel ou un billet d'avion pour le début du mois de juillet pour partir en Grèce. On a peut-être tous compris vous, peut-être vous, mais pas. Non, mais moi j'ai beaucoup de respect pour l'intelligence des Français qui sont et qui ont montré dans cette crise qu'ils étaient bien plus intelligents que leurs dirigeants. Et à force d'employer une communication infantilisante, on perd tout crédit au niveau de la tête de l'État, et que ce soit sur la logique guerrière, que ce soit sur les mots qui soient employés, que ce soit sur la manière de séquencer la communication, très franchement, rendons hommage à l'intelligence des Français et demandons aux dirigeants de se mettre à leur niveau. Alors, Carl Olive, on vous a pas entendu sur ce sujet. Carl Olive, vous êtes là ? Je suis là, Valérie. Oui. Je suis là. Oui. Je suis pas sûr que tous les Français aient bien compris l'intérêt du confinement. Et là, encore une fois, c'est un élu de terrain qui vous parle. Sinon, on aurait laissé les marchés ouverts et fermés et on les aurait autorisés. C'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi il y a un durcissement? Ça faisait partie des thématiques du confinement. C'est bien parce que encore aujourd'hui, et pardon de le dire, dans nombre de collectivités, il y a encore une fois, il n'y a pas de microclimat par rapport à cela. Eh bien, malheureusement, vous avez des endroits où on retrouve des gens qui ne respectent pas les distanciations et qui n'ont pas mesure de ce que peut représenter le danger potentiel par rapport à cela. Je vais vous donner des chiffres précis. Je prends le cas de Poissy, où j'ai un marché place de la République qui est ouvert, où tout était très bien respecté. Mais malheureusement, dans d'autres marchés, ça ne l'était pas. Et j'ai dû prendre une décision, effectivement, de fermer mon marché. C'est très frustrant, et je pense qu'à un moment donné, le confinement doit être respecté. Et des chiffres, 1511 contrôles à Poissy depuis le 23 mars, et on est à 6,22% de verbalisation. Donc on peut se dire, ça a été, et je rejoins ce que disait Nicolas, très globalement respecté. Mais si on prend le cas, il y a simplement 2 semaines, j'étais encore à 14%. Et je peux vous dire que mes policiers municipaux et les policiers nationaux ne chôment pas, ils ne ménagent pas leurs efforts. Donc faut encore une fois, je pense, il faut vraiment tempérer les propos, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a des décisions de durcissement, et évidemment, alors là je rejoins ce que disait tout à l'heure Patricia, il y a une erreur de sémantique, effectivement, de la part du secrétaire d'État au transport, où aujourd'hui nous dire attention les mecs, pour les vacances d'été, ça risque d'être compliqué, mesdames, messieurs. Oui, moi typiquement, je vais en Espagne tous les étés, et je pense que je n'irai pas en Espagne. Mais si on peut privilégier notre beau pays, c'est pas plus mal non plus. Je pense que c'est exactement ce qu'a voulu rappeler ce matin Madame Borne. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment aussi, enfin moi c'est un peu mon obsession depuis 15 jours, quand ce mot de déconfinement a été prononcé pour la première fois, où il y a eu un relâchement, c'est-à-dire qu'on s'est dit ah bah voilà, on est sur la bonne piste, et tout le monde, moi je sais que j'étais un peu seul contre tous dans l'émission, et on voit que le gouvernement a complètement changé de communication avec un discours beaucoup plus ferme du Premier ministre qui dit le déconfinement ce n'est pas pour demain, donc avec là pour le coup une sorte de reprise en main de cette communication. Vous savez, en communication de crise, Isabelle, et c'est pas Patricia qui me contredira, en communication de crise, il faut vraiment être très vigilant, notamment sur la rhétorique et la sémantique. Parler déconfinement, même si sur le fond, on peut anticiper tout cela, fait qu'aujourd'hui, vous avez raison, on a vu de plus en plus de joggeurs, d'ailleurs parfois des vocations de joggeurs qui se sont trouvés, se croiser dans les rues, y compris avec des gens qui allaient faire leurs courses de première nécessité, et ça n'est absolument pas possible. Et puis, pardon de le dire, mais je vois ce qui s'est passé au niveau des postes. On n'en a pas parlé, mais au niveau des agences postales. Moi, quand je vois que dans mes quartiers populaires, on ferme mon agence postale, mais pardonnez-moi, quelle connerie! Parce que nos populations fragiles vont se déplacer dans le centre-ville et parfois en bus, donc pas de distanciation. Il va y avoir des queues de 200 mètres, comme c'est le cas, comme ça a été le cas à un moment donné à Poissy. On est complètement en contradiction. Et on parle de service public au niveau de la Poste, ça c'est pas possible. Et je ne remets en rien, évidemment, le professionnalisme des agents des postes en France. Ouais. On a un auditeur en ligne avec nous, Philippe de Libourne, qui est là. Bonjour Philippe. Oui, bonjour.
On vous entend pas du tout, Philippe. On vous entend pas du tout. Je pense que c'est en plein dans le sujet. Vous m'entendez là? Un peu mieux. Allez-y. Oui, oui, on vous écoute. En fait, justement, autour de moi, les gens, tous, ils sont unanimes. Et ils disent que le déconfinement, il aura lieu quand les gens, ils auront des masques, en fait, tout simplement. Et tout le monde autour de moi est unanime sur cette question. C'est-à-dire qu'on nous parle de traçage numérique, de plein de trucs, de gadgets, alors qu'on n'est même pas foutu de fabriquer des masques en France en quantité suffisante. Mais en fait, le jour où tout le monde a 2 ou 3 masques par jour chez lui, et que celui qui se balade sans masque, il se prend une amende, il n'y a plus besoin de confinement. Donc en fait, pour des masques qui coûtaient à l'origine 5 à 10 centimes d'euros, si on avait pris des précautions, et si on avait fabriqué, mais même si on peut dire que d'autres pays ont fait la même erreur que nous, donc à la limite, on ne pourrait pas incriminer le gouvernement, mais si on était en guerre, vous croyez que pour fabriquer des fusils, on mettrait autant de temps pour reconvertir des industries, fabriquer des masques en France, alors qu'on est la 5e puissance du monde, qu'on fabrique des sous-marins nucléaires, on n'est pas capable de rediversifier nos industries pour fabriquer 200 millions de masques par semaine. Et honnêtement, les gens, ils ont compris ça, ils ont compris que tant qu'il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de déconfinement possible. D'ailleurs, l'exemple que je vais donner, c'est clairement imparable. C'est-à-dire que les Chinois à Wuhan, ils viennent de déconfiner, ils sont tous avec un masque. Ils étaient tous avec un masque avant, mais ils ont tous encore un masque. Donc ça veut dire que sans masque, il y aurait peut-être pas eu de confinement, mais en tout cas, j'en suis sûr qu'il n'y aura pas de déconfinement. Donc, en fait, le problème numéro 1 de tous les problèmes, la mère des batailles, c'est les masques. C'est les masques, les tests, les masques. Et les tests. Les masques et les tests, oui. Absolument. Alors, le début, mais Nicolas. Il n'y a que nous qui le pensons, et puis on dirait que le gouvernement, ils sont dans leur bulle. Voilà. Non, ils sont pas dans leur bulle. Effectivement, et je rappelle un petit peu ce que disait Carl Olive, la situation et ce que dit le gouvernement est assez inédite. Après, les dysfonctionnements, ils sont bel et bien là également. Nicolas Corato. Je partage complètement cet avis. Je voudrais revenir sur les propos de M. Olive. C'est que je comprends les retours d'un élu de terrain et je ne les remets pas en cause. Mais sur l'aspect politique, puisque c'est un sujet politique, les clés du confinement, du déconfinement, c'est l'État qui les a. Effectivement, ces clés, elles s'appellent des masques, elles s'appellent des tests, et elles s'appellent aussi peut-être un traitement. Et on sait qu'on arrivera à revivre normalement une fois que l'État aura recouvré une capacité à fournir les protections que la population attend. Donc, moi, j'entends le discours culpabilisant qu'on propose aux Français en leur disant qu'en gros, c'est parce qu'ils sont pas complètement responsables, pas complètement disciplinés, que le confinement doit se durcir. Mais on sait qu'on est confiné aujourd'hui. Et d'autres pays ont fait d'autres choix. On sait que nous sommes confinés parce que l'État n'a pas les moyens de nous assurer un déconfinement le plus proche possible. Donc je pense qu'il faut faire très attention à la manière dont on stigmatise les citoyens français dans cette situation, une situation où ils sont quand même fragilisés, et il faut que l'État prenne sa responsabilité. Moi je n'entends pas ce discours. Et je finirai par dire quand même que moi j'entends, et c'est une très jolie histoire, l'histoire des religieux qui fabriquent des masques, mais effectivement je réagis comme votre auditeur. J'ai envie de dire, si nous on en est arrivé à ce que, d'une certaine manière, les masques soient fabriqués par des ordres religieux, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en France au plus haut niveau de l'État. Voilà. Nicolas, moi j'aimerais dire en soi que c'est une très belle abstraction. Alors, pas tous en même temps. Tout quand même sur notre capacité à être déconfiné le plus rapidement possible. Mais Nicolas, on a aussi des associations de couturiers, de couturières qui sont des petites mains qui fabriquent des masques. Et encore une fois, moi je pense qu'il faut s'en féliciter. Évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais il faut s'en féliciter. Et ce qu'on voit pour les masques est vrai pour la confection de surblouses, est vrai pour l'approvisionnement de nourriture pour les hôpitaux. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est très solidaire, mais c'est du bricolage quand même. C'est du bricolage. Oui, mais pourquoi on en est arrivé là en fait? C'est quand même scandaleux d'être à ce niveau de bricolage. Alors on va marquer une petite pause. On va marquer une petite pause parce qu'on a un petit problème de son. On se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300. À tout de suite.
Avec vous jusqu'à midi, avec Kevin Bossuet, qui est enseignant, professeur d'histoire, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, et Carl Olive, maire de Poissy. Donc nous parlions effectivement à la suite de l'appel de l'auditeur de ce déconfinement qui ne sera possible que quand il y aura des masques et des tests. Dans le même... Oui. Alors je sais pas, qui voulait réagir? Oui, moi je veux bien réagir. Oui, Kevin Bossuet. Moi, vous voyez, ce qui me choque, c'est qu'en fait, c'est la rigueur du confinement. Je veux dire, si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est tout simplement parce que l'État a été encore une fois trop laxiste. Je veux dire. Mais c'est le cas partout, Kevin. Enfin, sans défendre le gouvernement, c'est le cas. Prenons l'exemple de l'Autriche, oui. Valérie. L'Autriche et l'Allemagne. Ouais. L'Autriche, par exemple, si on bravait l'interdit du confinement, on avait 3 600 € d'amende. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on a? On a seulement 150 € d'amende. Et ce qui fait que Sébastien Kurz, grâce à cette sévérité-là, peut entrevoir une sortie de crise. Le 14 avril, il prévoit en Autriche de réouvrir les petits commerces, début mai de réouvrir les autres magasins, mi-mai de réouvrir les écoles et les restaurants, puis au mois de juillet de réouvrir les musées et les salles de concert. Tout simplement pourquoi? Parce que l'État a tapé fort tout au début, les gens ont respecté scrupuleusement le confinement, et aujourd'hui, il y a une sortie de crise en Autriche. Et puis j'aimerais intervenir également sur la communication gouvernementale, qui est complètement calamiteuse. On nous parle de déconfinement, alors que l'on sait très bien que l'on ne va pas être déconfiné, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens d'être déconfiné. Moi, j'aime beaucoup Jean-Michel Blanquer, mais quand Jean-Michel Blanquer raconte qu'on va retourner en classe le 5 mai, mais qui croit à cela? C'est complètement ridicule. En fait, on incite les gens à sortir, on incite les gens à braver l'interdit, puis après, on s'étonne en effet que le dimanche après-midi, lorsqu'il fait un petit peu de soleil, les gens sont dehors. Enfin, c'est une gestion qui est calamiteuse. Alors, Carl Olive? D'abord, j'entends ce qui est dit, mais très honnêtement, je pense qu'encore une fois aujourd'hui, la crise, et je pense que c'est ce qu'on vit dans les collectivités, la crise, elle n'est pas politique, elle est encore une fois sanitaire, et on vit une situation qui est inédite. Donc politique, c'est-à-dire avec des décisions politiques qui n'étaient peut-être pas celles qui auraient dû être prises, même si encore une fois, c'est toujours facile de refaire le match, et je crois qu'il n'y a aucun homme politique qui aurait aimé être à la place d'Emmanuel Macron en ce moment. Hein. Valérie, je suis ravi de voir que l'Autriche est tant mieux, et on peut féliciter les Autrichiens de faire ce qu'ils ont fait, comme l'a rappelé à juste titre Kevin. L'Autriche, c'est, je crois, 9 millions d'habitants, on est un peu plus de 67 millions, donc je compare pas non plus ce qui n'est pas comparable. Je pense que, encore une fois, aujourd'hui, franchement, du terrain, nous, on est vraiment sur ce qu'on se dit, c'est-à-dire que, voilà, le coq français ne chante jamais aussi bien que lorsqu'il a les pattes dans la merde. Et moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Et il faudra, à un moment donné, dans le bilan, retenir effectivement tout cela. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout été, mais il y a des choses qu'on a découvertes. Et l'élan de solidarité qu'on a découvert des Français, des commerçants, du monde hospitalier, des chefs d'entreprise, des citoyens, tout simplement, est juste exceptionnel. Et très honnêtement, je pense que, tout à l'heure, j'entendais Nicolas Corato qui disait « c'est du bricolage ». Pardon, mais enfin, si on faisait tous du bricolage de terrain comme les collectivités le font, je pense très honnêtement qu'on irait un petit peu plus vite encore aujourd'hui plutôt que d'attendre tout, à la piquée. De l'État. Maintenant, il y a des décisions qui ont été prises hier, comme interdire le jogging, comme on a l'impression qu'on apprend et qu'on découvre les choses au fur et à mesure. À Sceaux et à Nice, le port du masque devient obligatoire alors qu'il n'y a pas de masque. Ça va être fait de façon un petit peu artisanale. Comment Oui, mais moi je pense que quand il y a des vies en jeu, je suis pas persuadée que la com soit toujours là. Non, Patricia Balme? Patricia, vous êtes là? Non. Oh bon, on a perdu Patricia, on a un problème. Oui, quelqu'un veut répondre à ça? Est-ce que de fournir des masques à ses citoyens, on peut dire que c'est de la com? On peut toujours voir de la com, mais Enfin, ça peut en être. Ça peut être aussi un acte complètement opérationnel et honnête. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin qu'il y ait un présupposé derrière. Quand même, dans ce pays, moi, j'ai l'impression qu'on est on a plus de célérité à créer des taxes ou à créer des interdictions. Moi, ce que je sens avec les masques, c'est une blague qui court sur les réseaux sociaux, mais c'est assez vrai. C'est qu'en France, on est capable d'interdire les masques avant d'en doter la population. C'est-à-dire que on est capable d'imposer, les masques avant d'en assurer à chacun des Français.
Et on va droit devant. Enfin, je pense que c'est la prochaine décision. C'est-à-dire qu'on va nous dire sortez avec un masque, mais on n'aura pas de masque pour sortir. Donc, il faut qu'on fasse attention à la manière dont. Je crois que les Français sont quand même. Ils voient la communication de manière très transparente. Aujourd'hui, la communication, elle apparaît comme de la communication. On a plus de discours politique. Et il faut de la politique. Hein. C'est pas parce qu'on est en crise sanitaire qu'il faut que la politique disparaisse. Il faut des discours très politiques, pas des discours communicants. Vous citiez une blague. Je vous donne la parole. Il y a aussi une blague qui circule sur les réseaux qui est 500 000 tests par semaine en Allemagne et nous on mate des tutos pour faire des masques dans des vieux slips. Ce qui est quand même un peu ça aujourd'hui. Pardon, Kevin. Oui, les masques, ce n'est pas de la communication, c'est la solution notamment pour sortir du confinement. Je veux dire, il nous faut des masques, il nous faut des tests, et si aujourd'hui on ne peut pas en sortir, c'est parce qu'on n'a pas ces masques et ces tests. Et moi, j'aimerais aussi aborder l'aspect complètement économique qui va avoir des conséquences désastreuses, notamment pour la population française au cours des prochains mois. On a appris ce matin que le PIB au premier trimestre avait plongé de 6%. C'est la pire performance trimestrielle depuis 1945. On a appris que ces 15 derniers jours, il y avait une activité qui était inférieure à 32% à la normale. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est en train de tuer économiquement la France. Et en la tuant économiquement, il va y avoir dans les prochains mois des conséquences sociales qui vont être dramatiques. C'est pour ça, moi j'entends, il faut privilégier l'humain. Certes, il faut peut-être maintenir le confinement, il faut sauver des vies. Mais je veux dire, si on le maintient trop longtemps parce qu'on n'a pas les masques, si on n'a pas les tests, quelles conséquences humaines ça va avoir sur le long terme? Et je trouve qu'on ne réfléchit pas à cela. Et ça va être, à mon sens, dramatique. Non mais moi, Kevin, pardon, pardon Valérie, si je peux me permettre. J'entendais ce matin le professeur Juvin. On parle de masques, mais enfin, le professeur Juvin, qui est quand même pas le moindre des inconnus de chirurgie d'urgentiste qu'on entend très régulièrement, nous disait vous mettez une écharpe, vous mettez un foulard que vous avez chez vous, et vous, c'est du moins que rien. Et c'est peut-être ce qui va se passer après le confinement. Donc moi, encore une fois, je suis pas sûr que simplement parce que demain, tous les Français, et c'est ce qu'on va peut-être souhaiter, hein, évidemment, aient des masques, que ça résolve le problème sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas pour ça que la crise va s'arrêter demain. Hein. D'accord, mais il faut arrêter quand même avec cette histoire de masque. On est quand même dans une maladie respiratoire qui s'attrape en parlant, qui s'attrape en éternuant. C'est quand même tout à fait normal qu'on mette des masques. Enfin, il n'y a pas besoin de sortir d'une académie de médecine pour le comprendre. C'est comme pour lutter contre le sida. Il n'y a pas besoin de sortir d'une académie de médecine pour comprendre qu'il faut mettre un préservatif. Car le livre, on nous a dit pendant des semaines que les masques ne servaient à rien, et là on est en train de nous dire qu'un foulard va être utile. Ah bah c'est ce qui a été dit. En tout cas, je l'ai entendu ce matin de la part du professeur Juvin. Pardon, moi je suis pas expert en la matière. Non, mais je vous mets. Non, mais si on regarde un petit peu. Mais Valérie, je pense aussi qu'il y a 3 semaines. Personne n'imaginait qu'il faille fermer les marchés ouverts et fermés. Je pense qu'il y a personne, il y a 3 semaines, personne ne savait qu'aujourd'hui, 7 avril ou 8 avril, nous allions interdire entre 10h et 19h l'activité physique, etc., etc. On est vraiment dans du darwinisme et je pense qu'il faut l'assumer, ce darwinisme. Sinon, si c'était une science, moi j'irais tous les jours écouter Kevin dans son auditoire et ça serait réglé. Hein. Non mais je vous accueille avec on a perdu plaisir. Patricia. Oui. Oui, allez-y. Oui, moi je voulais quand même rajouter autre chose. C'est peut-être si on en est dans cette situation-là, c'est parce qu'on n'a peut-être pas agi au début. Pourquoi au tout début de l'épidémie, on n'a pas finalement confiné les fameux clusters, les fameuses régions telles que l'Oise? Pourquoi au début de l'épidémie, on n'a pas commencé à confiner notamment nos personnes âgées? Je trouve que c'est quand même la première fois dans notre histoire que l'on confine des gens sains. Enfin, quand vous prenez l'histoire des épidémies, vous vous rendez compte que les gens que l'on a confinés, c'est finalement les malades au Moyen-Âge et les pestiférés qu'on confinait, ou alors certaines régions, certaines villes littorales, etc., etc. Je veux dire, j'ai l'impression qu'en fait, les Français, pour les Français, c'est une punition. On est puni parce qu'on a des dirigeants qui n'ont pas su anticiper. On est puni parce que pendant des années, on a délocalisé nos entreprises et qu'aujourd'hui, on ne peut plus fournir les médicaments nécessaires ou les masques nécessaires. On fera le compte et on fera les comptes peut-être après. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est
compliqué. Hier, j'avais un médecin réanimateur, le chef du service réanimation de la Pitié, qui disait qu'il ne fallait absolument continuer ce confinement, que le pic n'était pas atteint. Et donc, voilà, il y a aussi le quotidien dont il faut tenir compte. Un mot peut-être sur le tracking. On n'a plus beaucoup de temps. Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, ce traçage numérique, une application qui pourrait permettre d'identifier et de localiser comment les Français bougent et comment ils sont contaminés? Non, mais Valérie, ça n'a aucun intérêt. Ce serait la triple peine. Ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de sérologie en amont. La sérologie, c'est le préalable. Pourquoi aller tracer des gens dont on ne sait pas s'ils ont eu ou pas de près de loin le virus? Il y a un préalable, c'est la sérologie. Ça me rappelle les discours idéologiques et d'ayatollah pour la vidéoprotection que j'ai connue ici dans nos collectivités. À l'époque, tout le monde s'en offusquait. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville moyenne en France qui n'a pas de vidéoprotection. Oui, mais donc quoi, c'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne chose si et seulement s'il y a de la sérologie qui est faite en amont, sinon ça ne sert à rien. Alors moi j'y suis, et je crois qu'on est nombreux parfaitement opposés. Je partage votre avis sur la sérologie qui est le préalable au déconfinement. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on puisse savoir si on a été contaminé ou pas par ce virus. Je rappelle que la plupart des gens qui ont été malades avec des symptômes bénins, et j'en fais partie, ne savent pas aujourd'hui si concrètement ils ont eu le Covid-19 ou pas. C'est-à-dire on leur a dit vos symptômes ressemblent en tout point à ceux du Covid-19, mais est-ce que j'ai une certitude de l'avoir eu? Non. Donc je ne sais pas à ce stade si je suis contagié ou pas. Et quant au tracking, mais ce serait la triple peine pour les Français. On ne va pas aller dans ce fantasme scientifique qui est attentatoire aux libertés, qui remet en cause la démocratie uniquement parce que l'État a été défaillant. Encore une fois, le prix à payer par les citoyens, il est déjà payé. On est en train de le payer. On ne va pas le payer au carré, Bon, merci. On était là, obligé de s'arrêter. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de ce tracking. Je rappelle que le président de la République interviendra demain soir à 20h. Pardon à Patricia Balme, on a eu un problème visiblement en régie et on n'a pas pu reconnecter son appel. J'en suis désolée, mais elle reviendra très vite. Merci à tous les quatre. Restez chez vous, prenez soin de vous. Dans un instant, c'est André Berkoff, confiné, qui parle aux confinés. C'est à suivre sur Sud Radio. Très bonne journée.